Nous passons à une école qui n'est plus sanctuarisée, malheureusement, puisque, je le disais hier, nous parlions par exemple, hier on avait un sujet sur une école, une caméra à Mantes-la-Jolie. Et je dis, est-ce que ce n'est pas une forme de défaite malgré tout, qu'on ait besoin ainsi de surveiller pour repérer des comportements anormaux, même si les parents, et j'en fais partie, sont plus rassurés quand il y a une caméra, évidemment. Mais là, nous parlons d'autre chose. Nous parlons de propos de la ministre de l'Éducation nationale, Sophie Audiguet, qui ont mis le feu aux poudres. Et il y a de quoi orienter les enfants, écoutez bien, dès le plus jeune âge, dès la maternelle. Sache ce qu'ils veulent faire. Oui. Oui. Non, vous, c'est peut-être possible, mais les orienter, les guider, voire un petit peu d'ailleurs pousser dans un sens ou dans un autre. Voici la déclaration telle quelle, pour ne pas déformer les propos d'Elisabeth Borne. Il faut se préparer très jeune, dès le départ, presque depuis la maternelle, à réfléchir à la façon dont on se projette dans une formation et dans un métier demain. Cela vous a fait beaucoup réagir, Sophie Audiguet. Comment vous analysez tout ça ? Oui, ça a beaucoup fait réagir beaucoup de monde. Et effectivement, je ne crois pas, contrairement à ce qui a été dit, que ce soit une bourde ou un dérapage d'Elisabeth Borne. Je pense que c'est une conviction profonde de la ministre de l'Éducation nationale, puisque dans l'école néo-féministe qu'elle représente, l'enfant n'existe pas. Il n'y a que des adultes en miniature, libres de s'autodéterminer, capables de tout choisir, jusqu'à l'euthanasie, nous a dit Sandrine Rousseau hier. C'est donc un projet idéologique et c'est une idéologie, je crois qu'il ne faut pas avoir peur des mots, qui est totalitaire. Puisque si les féministes d'hier défendaient les enfants, les néo-féministes les attaquent dans leur devenir et parfois jusque dans leur chair. Alors il n'y a rien d'étonnant dans ce contexte-là aux annonces récentes de Madame Borne, que ce soit de parler d'orientation professionnelle à la maternelle, d'inculquer la parité avant 4 ans ou d'apprendre l'endométriose dès 10 ans. Le projet est clair, il ne s'agit plus de transmettre des savoirs, mais de formater des esprits. Le programme d'éducation à la vie affective, relationnelle et sexuelle, qui sera mis en œuvre dès septembre, en est un parfait exemple, puisque dès 3 ans, on va biberonner les enfants à l'égalité entre les filles et les garçons, et à la liberté d'être soi. À 4 ans, ils vivront l'égalité filles-garçons, en étant les architectes de leur cours de récréation qu'ils devront organiser de manière non genrée. À 4 ans, donc ils seront architectes non genrés des cours de récréation. À 6 ans, ils adopteront une lecture du monde uniquement émotionnelle. Ce qui fait qu'à 8 ans, ils seront experts en repérage de discrimination et les apôtres de la culture victimaire. À 10 ans, ils apprendront à se protéger des violences sexistes et sexuelles, car il faut bien le dire, pour les néo-féministes, c'est aux enfants de s'en protéger. Alors, lire, compter, raisonner, tout ça devient un peu secondaire dans ce contexte. Voyez-vous, le vrai problème, Sonia, c'est que l'école des néo-féministes ne connaît pas l'enfant. Elle ne sait pas quels sont ses besoins. Et un enfant, c'est un être fragile, comme vous le savez, qui est dépendant. Son développement affectif, cognitif doit être accompagné. Et les maîtres mots, ce sont patience, progressivité et protection. Prenons quelques exemples pour mesurer à quel point cette marche forcée par des fanatiques est dramatique. À peu près entre 2 et 7 ans, c'est-à-dire toutes les années maternelles et les années primaires, c'est l'âge de la pensée magique, accessoirement l'acquisition du langage. L'enfant ne distingue pas l'imaginaire de la réalité. Autre repère important, la différence des sexes et des générations. Elle ne débute qu'à 4 ans et va jusqu'à 7 ans. Voyez bien que parler de parité, d'égalité femmes-hommes et bombarder de concepts d'adultes à ces âges n'a aucun sens. Allons plus loin. L'enfant accède à la pensée abstraite à peu près vers 11 ans. Avant cela, il ne peut pas se représenter une expérience qu'il n'a pas lui-même vécue. S'agissant de sa capacité à percevoir les émotions, pour percevoir ses propres émotions, il va y accéder à partir de 10 ans. Pour percevoir les émotions des autres, c'est à partir de 13 ans. Il est aberrant de parler de consentement avant ces âges, évidemment. Sa capacité à avoir une autonomie morale, c'est-à-dire à penser par lui-même, va démarrer à partir de 12 ans. Avant cet âge, l'enfant va croire la parole d'un adulte qui a autorité sur lui. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que les discours idéologiques à l'école sont des actes d'endoctrinement. Au-delà de ça, je m'interroge sur autre chose. C'est de quelle parité parle Elisabeth Borne ? Balayons un peu devant sa porte. Son cabinet comprend une femme pour 5 hommes. Son ministère, l'Éducation nationale, qui compte un peu moins d'1 million d'enseignants, il y a 71% de femmes. Dans le primaire, c'est 85% de femmes. Pour les accompagnants d'enfants en situation de handicap, c'est 93% de femmes. C'est très simple, Plus les salaires baissent à l'Éducation nationale, plus la part des femmes augmente.
plus les fonctions sont prestigieuses et rémunérées, plus elles deviennent masculines. Ainsi, dans les professeurs d'université, seulement 29% sont des femmes. La vérité, c'est que le métier d'enseignant s'est féminisé à mesure qu'il se déclassait. Comme le dit Catherine Marie, une chercheuse du CNRS, à mesure que le métier perdait son prestige et sa rémunération, il se féminisait. Non parce que les femmes l'investissaient activement, mais parce que les hommes le quittaient. Alors de quelle parité Madame Borne veut convaincre les élèves de France? Celle des métiers que les hommes abandonnent ou celle qui élève les femmes sans jamais brader le savoir, l'exigence et le prestige? L'école doit élever, c'est sa vocation. Permettez-moi de terminer avec les mots de Simone Veil, extrait de son discours de réception à l'Académie française. À bien y réfléchir, cependant, depuis que vous m'avez invité à vous rejoindre, moi qui ne quitte pas la pensée de ma mère, jour après jour, 2 tiers de siècle après sa disparition dans l'enfer de Bergen-Belsen, quelques jours avant la libération du camp. C'est bien celle de mon père, déporté lui aussi, et qui a disparu dans les pays baltes, qui m'accompagne. L'architecte de talent qu'il fut, Grand Prix de Rome, révérait la langue française. Et je n'évoque pas sans émotion le souvenir de ces repas de famille où j'avais recours au dictionnaire pour départager nos divergences sur le sens et l'orthographe des mots. Bien entendu, c'est lui qui avait toujours raison. Plus encore que je ne le suis, il serait ébloui que sa fille vienne occuper ici le fauteuil de Racine. C'est cet héritage qui doit inspirer l'école de France et non pas le programme des néo-féministes.